Bonjour Véronique. Bonjour Saïd. Bonjour. Bonjour Justine. Eh bien, on va passer un petit moment ensemble pour bien comprendre en fait qui est Walt Disney. On entend beaucoup parler en fait de Disney. Disney, c'est deux sociétés en France. C'est ça. Tu le savais, Justine? Deux sociétés distinctes, non, Ouais. je ne pensais pas. Et donc, bravo et merci en fait d'accompagner le sommet de l'inclusion économique sur l'édition 2024. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que on aime en fait des belles boîtes comme la vôtre. Disney, c'est une entreprise qui s'engage depuis un certain nombre d'années, qui fait de plus en plus de choses sur le terrain français. Et il y a plein de choses qu'on voudrait partager avec les gens qui vont participer à ce sommet de l'inclusion économique. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments de compréhension? On parlait de deux entreprises, la différence entre voilà, ces deux enseignes qui sont portées sur le territoire national. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, c'est une première et pour l'entreprise aussi, puisque c'est notre première participation au sommet de l'inclusion et on en est ravis. On a effectivement deux sociétés en France, donc celle que tout le monde connaît, qui est le Parc, donc qui est cet emblème magnifique, cette première destination en Europe avec plus de 16 000 salariés, et la Walt Disney Company France, qui est toute la partie média, en fait, donc où sont travaillés Disney+, tout ce qui est aussi la partie cinéma, donc la distribution des films, la partie retail, donc tous les produits Disney que vous voyez dans les grandes enseignes, ça se travaille dans notre entreprise, donc on est à peu près 250, donc une PME avec un grand nom. Exactement, 250, donc sur la partie média. Sur la partie voilà, média, que ce soit effectivement cinéma, Disney+, vente de contenu aux chaînes comme M6, France Télévisions, voilà. Donc en fait, tout ce qui se fait dans les médias en France se fait à partir de la Walt Disney Company France. Et c'est chez vous qu'on retrouve les produits dérivés absolument. Dans les boutiques Disney. Absolument, absolument. Donc en fait, on a les corners dans les boutiques. Alors on a plus de boutiques Disney en France maintenant, à part celle des parcs. Mais c'est effectivement tous les produits Disney en France sont distribués par la Walt Disney, par une équipe de la Walt Disney Company France. Alors, vous occupez la fonction de directrice des ressources humaines depuis un certain temps. Oui. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous engager sur le sommet de l'inclusion économique? Est-ce que vous pouvez nous parler également de vos réalisations en tant que société? Alors, en fait, on s'est engagé cette année, on travaille, en fait, et on y était en tant que spectateur, en fait. Donc, on venait, on trouvait ça très bien, assez impressionnant d'ailleurs, vu de l'extérieur. Et on communique, nous, on fait beaucoup de choses en interne, parce que on a besoin effectivement, et moi je crois beaucoup au fait de sensibilité en interne pour que l'interne et l'externe, ce soit ces deux faces d'une même pièce et que ce soit très semblable et très cohérent. Donc on s'est beaucoup intéressé et beaucoup attelé en fait à travailler avec l'interne. Et en fait, la Walt Disney Company a une grande tradition de diversité et d'inclusion, déjà au travers de nos contenus. Que l'on fait depuis toujours, et c'est quelque chose, on a en fait d'un point de vue société, nous on a créé des groupes de parole, des groupes de travail, on appelle ça les Jedi, donc des groupes d'employés pour la diversité et l'inclusion, là on l'a personnalisé Disney. Et en fait, on a quatre thématiques. On a l'égalité femmes-hommes, on a culture et origine, on a la communauté LGBTQ, on a aussi le Jedi capable, qui est le Jedi handicap. Et donc, c'est de la co-construction que l'on fait entre ces employés. Donc, 30% de notre masse salariale est impliquée dans l'un des Jedi. Et on fait de la co-construction sur des actions que l'on mène à l'intérieur pour sensibiliser justement notre personnel et tous nos collaborateurs à la diversité et l'inclusion, qui pour nous est une valeur fondamentale. Donc votre spécificité, c'est de créer des plans d'action sur la diversité et l'inclusion à partir finalement des remontées et des suggestions des collaborateurs. Exactement. C'est assez original. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment de la co-construction parce qu'on veut que ça parle. Et on croit fermement sur le fait que ça ne peut pas être que descendant. En fait, ça ne marche pas quand ce n'est que descendant. À la fois, l'exemple doit venir d'en haut.
Parce que si le comité de direction n'est pas exemplaire et ne porte pas ce message-là véritablement, on a beau faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Donc il faut sensibiliser, éduquer, convaincre, parce que même si on fait beaucoup de choses, on n'a pas tous la même vue, en fait, on n'a pas tous les mêmes pensées, et c'est ce qui fait la richesse. Donc en fait, ça permet de créer des endroits de confiance, ce qu'on appelle nous les safe space aussi, mais de pouvoir parler de sujets quelquefois difficiles, sur lesquels les discussions sont avec des points de vue divergents, mais on arrive toujours à un point de vue convergent sur les actions qu'on veut mener. Alors tu sais que Justine, souvent les entreprises, elles sont un peu dans le brouillard sur les questions de diversité et inclusion, elles n'ont pas de clé pour pouvoir faire un état des lieux, un état de situation. Et du côté de Disney Company, il y a un choix qui a été fait, c'est de créer le premier baromètre de l'inclusion. Ouais. Donc en fait, on avait ce travail de co-construction qui était fait, on avait des bons feedbacks en interne, mais on était beaucoup dans ce que l'on pensait penser en fait, et on voulait absolument s'assurer que nos plans d'action et ce que l'on faisait parlaient au plus grand nombre, étaient efficaces et faisaient vraiment bouger les choses dans la compréhension des salariés sur nos stratégies et pourquoi est-ce que l'on faisait ça. Donc en fait, c'est quelqu'un, c'est Ali Sana qui fait partie du comité de direction, qui est le directeur du retail chez nous et de tous les produits dérivés, qui travaillait en fait, qui avait dans son réseau en fait Mosaïque, avec qui il échangeait régulièrement, et qui nous a dit mais vous savez il y a ça qui existe et en fait ça vraiment ça vaudrait le coup. Donc on a rencontré l'équipe Mosaïque et on a décidé de le faire parce qu'on voulait s'assurer que ce que l'on faisait portait, que ce que l'on faisait était compris. Et on voulait aussi éclairer nos zones d'ombre, parce que même si on avait un retour positif, nous ne sommes pas naïfs, et on sait très bien que s'il y a des choses qu'on fait très bien, il y a aussi des choses qu'on fait moins bien, voire pas bien, ou qu'on ne fait pas du tout. Et en fait, c'est cette partie-là qu'on avait du mal à comprendre et à voir, et on pense aussi que les gens avaient du mal à s'exprimer sur le sujet. Même si on a des enquêtes internes mondiales en fait, sur plein de sujets, et quelques questions sur la diversité et l'inclusion, on voulait vraiment aller en profondeur et on voulait avoir des données. Et les données en France, c'est compliqué à avoir. Et en fait, on a trouvé que ce baromètre était le seul moyen de pouvoir aller, en tout cas, très en profondeur, de manière confidentielle, intersectionnelle, parce que ça balaye absolument tout, et de pouvoir nous donner une photo réaliste de ce que pensaient nos salariés, de nos plans d'action, de nos actions aussi, mais aussi de ce qu'on faisait pas ou pas bien. Et donc, quelle était la base de notre plan d'action futur? Et c'est ce que l'on a fait. Nos résultats étaient très encourageants, puisque on a 82% de nos salariés qui se sentent intégrés dans la société. On a 88% de nos salariés qui comprennent très bien nos plans d'action et nos objectifs. 93%, et je m'arrêterai là avec les chiffres, qui nous disent que pour eux, c'est important, voire très important, que la société accompagne la diversité et l'inclusion. Je trouve ça super. Je trouve ça super de mettre justement en lumière et même de donner une voix à toutes les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et ce baromètre est une super idée, d'ailleurs. C'est une super idée. Et par contre, si on peut revenir, vous avez beaucoup parlé de plan d'action. J'avais vu sur Internet ce groupe de travail Jedi, j'allais dire jeudi, mais Jedi, qui permet aussi de s'exprimer, toutes les minorités qui puissent s'exprimer. Et justement, quels sont ces plans d'action? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus exactement? Alors, on le fait, en fait, on fait un programme sur l'année où on regarde notamment quels sont les mois en France. On a des mois, on sait qu'en novembre, c'est le mois sur les personnes en situation de handicap. En mars, c'est l'égalité homme-femme. En juin, c'est plutôt la communauté LGBT. Voilà. Donc, en fait, on raccroche des plans internes, en fait, ce que l'on veut faire en interne, à ce qui se passe, des moments forts qui sont en France. Et on travaille sur des sujets types. Par exemple, sur l'égalité homme-femme, on a le sexisme ordinaire. D'accord.
en fait. Donc, et à travers de ce sujet-là, on construit sur 1 ou 2 semaines, en fait, autour effectivement du 8 mars, on construit en fait des activités. Alors, ça va de pouvoir faire, par exemple, intervenir des sociétés qui nous font, comme par exemple Théâtre à la carte, qui nous fait une activité sur un sujet, qu'est-ce que le sexisme ordinaire, et qui nous font des scénettes où nos salariés doivent participer pour pouvoir vivre d'eux-mêmes, effectivement, qu'est-ce que c'est que le sexisme ordinaire. Et quand on dit quelque chose et on ne pense pas forcément à mal, mais c'est mal reçu, comment est-ce qu'on mesure l'impact que l'on a sur les gens? Comment est-ce qu'on comprend ce qu'on ne voit pas, en fait? Oui, vous sensibilisez. Exactement, sensibiliser. Sur la partie handicap, par exemple, on avait fait quelque chose qui était vraiment déclencheur chez nous. On a rendu obligatoire, en fait, une formation au travers de la réalité virtuelle sur le handicap invisible. D'accord. Où en fait, chaque personne, et on a commencé par le comité de direction, toujours, il faut que ça vienne d'en haut, ça a commencé par le comité de direction, où on était à la place de gens dans une situation de handicap, et on était spectateurs de scénettes, en fait, dont, par exemple, quelqu'un qui... où on voit un groupe d'employés qui dit bah, franchement, Richard, tous les vendredis part à 15h, il a de la chance. Hein. Franchement, c'est pas à moi que ça arriverait. Et on se rend compte qu'en fait, ben, Richard, il va faire des séances de dialyse tous les vendredis. Et sa fille qui lui dit mais pourquoi tu n'en parles pas? J'assure, les gens auraient un regard différent sur toi. Bien sûr. Et en fait, ça a été un vrai wake-up call pour les gens se sont dit mais... Et en fait, on a eu des gens où on savait qu'on avait des gens, nous, en situation de handicap, mais qui ne voulaient pas se déclarer pour des raisons qui... Pour pas attirer sûrement de la peine. Exactement, de ne pas être vu différemment, de ne pas vouloir être bloqué dans leur promotion et dans leur évolution en disant bah, non, moi, je ne veux pas le dire. On ne sait jamais. Et en fait, on a des gens qui, après, sont venus nous voir en nous disant ah oui, donc en fait, vous en parlez. Et pour vous, c'est important. Et on a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit bah, moi, j'ai un handicap. Mais je veux pas encore me déclarer officiellement, mais moi, j'ai un handicap. Et en fait, ça a libéré la parole. C'est ça. Alors, rien n'est fait, parce que c'est... En fait, la diversité et l'inclusion, c'est un chemin. Et ce que je dis souvent, c'est que sur le chemin, l'important, c'est de cheminer. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, il y en a qui trottinent. L'important, c'est d'avancer. Chacun à son rythme. Et rester focus sur la durée, quoi. Et rester focus sur la durée, parce que quand on s'y embarque, pour être crédible, en fait, c'est un peu comme en amour. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Bah là, c'est la même chose, en fait. J'adore cette phrase. On ne peut pas... Mais en fait, on ne peut pas... Les gens ont besoin de preuves. En permanence, il faut donner des preuves. Oui. Et on est crédible que si on donne des preuves. Et donc, on avance petit à petit. Moi, j'ai une théorie que les collaborateurs de Disney France connaissent bien, c'est la théorie des petits pas. Je dis, avançons à petits pas, mais ne reculons jamais. Ouais. En fait, c'est ça. Ça sert à rien de faire ça, c'est épuisant. Les messages ne sont pas lisibles, ni pour l'interne, ni pour l'externe. Ça peut être assez décourageant. Donc, quand on s'embarque, en fait, il faut y croire. Il faut être préparé à challenger. Il faut être préparé à entendre des choses qui ne font pas plaisir. Mais si les gens nous le disent, c'est qu'ils ont suffisamment confiance pour qu'on entende, qu'on écoute et qu'on fasse quelque chose. Mais il faut qu'on comprenne qu'on comprenne. Et moi aussi, en tant que DRH, il y a plein de sujets de la diversité et de l'inclusion que je ne connais pas bien parce que je n'y suis pas personnellement confrontée. Et donc, j'apprends beaucoup. Et c'est ce que j'aime de toute façon. Et dans mon métier, dans la diversité et l'inclusion, c'est qu'on apprend tout le temps, en fait. Et on fait des erreurs. Et on apprend de ses erreurs. Et on fait autrement. Et c'est pas un parcours qui est droit, c'est un parcours qui est assez sinueux, mais qu'on ne peut pas faire tout seul, en tout cas. Ça, c'est sûr. On a besoin des salariés des entreprises pour aussi nous éduquer et nous sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie de recrutement? Comment ça se passe? Alors, notre stratégie de recrutement. Donc, nous avons, en termes de recrutement, sur la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui a été travaillé, alors d'un point de vue global, en fait, cette sensibilisation, où en fait, toutes les personnes au sein de l'entreprise qui sont à même de recruter, donc qui sont dans des postes de recruteurs,
soit de postes en CDI, CDD, soit d'alternants ou de stagiaires, en fait, ont reçu de manière obligatoire une formation sur comment recruter de manière inclusive. Les questions à poser, à ne pas poser, le fait qu'on ne recrute jamais seul. On ne recrute plus seul. Je crois que vous êtes la première entreprise à me dire ça. Le grand problème en France, c'est que beaucoup de recruteurs font du recrutement, mais ne sont pas formés au recrutement. Oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle, oui. aujourd'hui, on a des processus de recrutement qui dysfonctionnent. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément, à un moment donné, une égalité. Absolument. La subjectivité prend le pas sur l'objectivité dans la prise de décision. Et c'est ça qui est gênant. Et je trouve que c'est vraiment un bel enseignement, ce que vous êtes en train de raconter, parce que c'est quand même, à mon avis, une bonne partie qu'à partager au maximum avec d'autres entreprises. Oui, et puis en fait, c'est le fait, par exemple, qu'on ne fasse plus d'entretiens seuls, on les fait toujours à deux, pour avoir deux points de vue différents. On essaye au maximum d'avoir un homme, une femme. C'est compliqué chez nous parce qu'on a 70% de femmes, donc c'est compliqué d'avoir une femme. Je trouve ça incroyable. Mais en fait, on a toujours les RH en binôme, toujours, pour avoir un point de vue qui est plus distancié, en fait, parce que le recruteur est automatiquement dans le savoir-faire. Est-ce que vous savez faire ça? Parlez-moi de ça. Nous, on est aussi beaucoup dans le savoir-être, et c'est comment est-ce que les gens peuvent s'intégrer à l'équipe, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'on recherche. Parce que dans le recrutement, en fait, c'est un contrat. En fait, chacun a besoin de l'autre. Quand je donne des conseils pour les jeunes qui sont en situation de chercher un travail, je leur dis, mais soyez confiants, parce que si vous êtes reçus, c'est que la société, vous les intéressez. Sinon, ils ne vous recevraient pas du tout. Le plus dur, vous l'avez fait, en fait, c'est d'être sélectionné pour un premier entretien. Donc, dites-vous que non seulement il faut que vous leur plaisiez, mais il faut aussi que l'entreprise vous plaise. Parce que les forces de recrutement sont en train de se rééquilibrer un petit peu, où effectivement, il y a des domaines sur lesquels, clairement, ce sont les candidats qui ont la main. Quand on est sur des positions très, très niches, où tout le monde se bat, tout le monde pêche dans le même lac, il y a un moment où le choix... Sur les métiers en tension, sur l'informatique. les métiers en tension, sur l'informatique, sur les médias, par exemple, sur notre forme de business, de modèle économique, par exemple, sur Disney+. Il y a énormément de concurrence. Tout le monde veut être le meilleur et tout le monde veut être le premier. Et on a, finalement, c'est assez récent comme métier et comme business model. Donc, en fait, peu d'écoles, en fait, ont formé. Donc, les gens qui passent effectivement toute leur expérience sur une plateforme ou plusieurs, et on a tous besoin de la même expérience. C'est ça. Donc, après, qu'est-ce qui fait la différence? Chacun a ses recettes. Nous, très clairement, c'est la manière dont on travaille. On travaille. L'une des valeurs phares de notre entreprise, c'est la collaboration. Chacun a son mot à dire. Quand on recrute, moi je dis souvent, si on vous recrute, c'est parce que vous avez quelque chose à dire. Sinon, on n'a pas besoin de vous, en fait. Donc, vous avez des idées et on a besoin que vous ayez des opinions aussi et que vous les partagiez. On les retiendra pas forcément, mais on va les écouter parce qu'on les écoute toutes. Et on choisit celles qui nous paraissent, le mieux correspondre à nos valeurs d'entreprise, notre projet stratégique, et aussi pour que tous nos salariés se sentent investis d'une mission et soient heureux dans ce qu'ils font pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la diversité et l'inclusion, c'est ce que ça apporte. C'est-à-dire que ce que moi j'ai réalisé, c'est que quand on recrute des gens comme ils sont, en fait, avec leur histoire, avec leur background, ils ont automatiquement un regard différent par rapport à nous et par rapport à des gens qui sont là depuis un certain temps et qui, travaillent d'une certaine manière. C'est ce regard neuf, c'est ce caillou dans la chaussure qui fait qu'on ne se repose pas sur nos lauriers. Il faut toujours qu'on soit en éveil. Et en fait, les gens quand on recrute de manière diverse et que les gens sont reconnus comme tels dans les entreprises, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, en fait. C'est vrai. Et ça s'illustre aussi par un taux un turnover, en fait, qui est... Très faible. Ouais, très faible. En fait,
La France est à peu près autour de 15%. On est à pas tout à fait 7, Donc, en fait. okay. Donc les gens restent. Donc ils sont épanouis, finalement. Donc on pense, enfin, les gens sont heureux, ils sont heureux chez nous, même si on travaille beaucoup. On travaille beaucoup à la Walt Disney Company. Mais on travaille avec je le crois, moi j'y suis depuis 20 ans en fait. Donc je ne serais pas restée si je n'aimais pas ni les valeurs de cette société, ni ce qu'elle porte, mais aussi tous les projets en fait. C'est l'avantage dans une société importante, internationale comme ça, c'est que même en faisant un même métier, c'est un métier qui change. Parce que les stratégies changent, parce que les gens changent, parce que les objectifs changent, et parce que le monde change et qu'on doit s'y habituer, et on doit s'y adapter en fait. Donc c'est pas redondant. Et justement, j'en parle souvent, mais moi je fais partie d'une génération où on reste peut-être 2-3 ans dans une même société parce qu'on a vite fait le tour. Donc là finalement chez vous, vous dites le contraire, c'est qu'il y a tellement des changements, des rebondissements, des projets, des nouvelles stratégies que ça peut faire retenir aussi vos personnes en interne. Et vous disiez aussi tout à l'heure que vos stagiaires et vos alternants, vous essayez de les former pour qu'ils restent le plus longtemps possible et vous favorisez la promotion en interne. Alors, on a effectivement, comme on a peu de turnover, on n'a pas forcément énormément de postes à pourvoir. Donc en fait, on mise sur les stagiaires et les alternants qui sont très importants dans la société parce qu'on a aussi, nous, notre but et notre chapeau, en tout cas pour la diversité et l'inclusion, c'est de mettre le pied à l'étrier de la jeunesse. En fait. Il faut leur mettre le pied à l'étrier. On ne peut pas forcément leur promettre un job. Moi, je ne peux pas leur promettre... Derrière, par contre, je peux leur promettre une formation un tremplin solide et un tremplin. Voilà. Et quand on a, nous, nos stagiaires et nos alternants, on peut en garder quelquefois, certains, et on les garde avec plaisir. Pas forcément d'ailleurs dans le département dans lequel ils étaient, mais quand ça s'est bien passé, parce qu'il faut quand même que ça se passe bien, hein, mais quand ça s'est bien passé et qu'ils ont montré cette énergie dont on est tellement à la recherche, en fait on a besoin de gens énergiques, curieux, volontaires, optimistes, qui ont envie de travailler sur un projet commun et de manière collaborative. Voilà. Et puis on a des gens qui partent et qu'on rappelle 2-3 ans après. En disant, écoute, voilà, nous on a ce poste-là, est-ce que ça t'intéresserait? On a des gens qui nous appellent aussi quelquefois. Alors, c'est pas non plus la panacée, hein, mais je veux dire, on n'est pas une société, c'est magique, mais en tout cas, quand on a des gens qui fitent avec nos valeurs, en fait, et à la manière dont on travaille, et les projets que l'on porte, on les embarque. C'est ça. Et quand on les embarque, en fait, et qu'ils partent, parce que, voilà, ils étaient stagiaires alternants et ils partent, ils reviennent. On a quelqu'un qui nous a appelé la dernière fois en nous disant « Dès que vous avez un poste, en fait, rappelez-nous, moi je suis intéressée, et en fait, j'apprends moins en CDI aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je suis que quand j'étais en alternance chez vous. » C'est assez riche, Donc voilà, donc c'est parce que ça bouge beaucoup, et c'est vrai que beaucoup de nos alternants ont un poste après, parce que quand on les interviewe, en fait, et c'est ce qui manque souvent à ces jeunes qui sortent avec un diplôme tout neuf, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Et on peut pas demander à quelqu'un qui a 23 ans d'avoir 5 ans d'expérience, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on leur donne, c'est cette année ou ces 6 mois, très très riches, où quand ils sont interviewés, c'est comme s'ils avaient eu un CDD chez nous, en fait. Et ils peuvent parler des projets, ils peuvent parler de collaboration, ils peuvent parler de leurs échecs, de leurs difficultés, de leur joie d'avoir mené un projet à bien. Enfin, tout ça, moi, une question que je pose en entretien, c'est, parce que les entretiens, les gens peuvent très très bien les préparer, et j'essaye d'aller au fond de vraiment qu'est-ce que les gens ont fait. Je dis, mais vous, dans ce projet, qu'est-ce que vous avez fait? Ne me parlez pas de projet de manière générique. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre responsabilité? Et quand on n'a pas cette responsabilité, on ne peut pas en parler. Donc on brode autour. Alors que quand on l'a fait, on peut en parler. Alors évidemment, on ne s'attend pas à ce que la personne ait été chef de projet quand on est alternant ou stagiaire. Mais en disant, voilà, moi j'étais en charge de ça dans le projet. Et voilà ce que j'ai fait. Et voilà avec qui je travaillais. Et voilà ce dont je suis fière. Voilà les problèmes que j'ai rencontrés et comment on m'a aidé à les résoudre. Et en fait, c'est du concret. Et les employeurs veulent ça, du concret pour être sûr, parce qu'un recrutement, c'est un véritable investissement. Les gens puissent montrer leur motivation, leur optimisme, leur curiosité, et de pouvoir effectivement parler de cette expérience qui leur manque.
Peut-être un mot C'est sur la super. mobilité interne. Oui. Comment ça se passe chez vous? Alors, la mobilité, c'est quelque chose que l'on essaye de faire au maximum. Donc c'est pour ça quand je disais qu'en recrutement, et du fait qu'on a un turnover qui n'est pas très élevé, mais aussi parce qu'on favorise la mobilité interne en fait. Et pas forcément. Et quand on parle de mobilité, on ne parle pas forcément de promotion. Hein, la différence est importante. On parle beaucoup aussi d'expériences diverses. Donc on parle de moves latéraux en fait, en disant nous sommes une société opportuniste en termes de carrière. Ça veut dire que tout d'un coup il y a quelque chose qui se libère et il faut que nos collaborateurs soient très clairs sur qu'est-ce qu'ils veulent faire chez nous. Parce que dans ces cas-là, on peut les aider. S'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ça va être compliqué pour nous de pouvoir les aider. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que plus l'expérience est large, plus le choix est facile, et plus en fait, nous en tant qu'employeurs, on est rassurés sur le fait qu'ils ont pu avoir d'autres responsabilités, plusieurs, qu'ils ont su s'adapter, qu'ils ont su être curieux et qu'ils ont su se développer. Donc ça, c'est quelque chose, il faut déjà bien savoir ce que l'on veut pour que l'entreprise puisse vous aider. Ça, c'est très important. Ouais. Et puis, il y a des gens que l'on va chercher, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ne se voient pas dans certains postes. C'est très vrai chez les femmes, ça, hein, peut-être. Hein. Alors, nous, en plus, oui, avec 70%. Oui, c'est vrai que oui, alors c'est vrai que c'est vrai, pas que chez les femmes, mais nous, effectivement, avec notre proportion importante de femmes, c'est quelque chose que l'on voit. Et on va les chercher. Et on leur montre les ponts que nous, on crée. En leur disant, mais si nous, on voit des ponts, vous devez les voir aussi. Ouais. Et essayez, vous n'avez rien à perdre. Essayez. Et quelquefois, on a du succès, et quelquefois, non. Mais on a aussi, comme on a beaucoup d'ancienneté, on a, si par exemple, je regarde le comité de direction, le comité de direction aujourd'hui, c'est 60% de femmes. Bon, alors, vous me direz, on est 70% de femmes donc, dans l'entreprise, donc c'est pas si compliqué. On a notre présidente est une femme, donc. Et nous avons quelques personnes qui ont commencé chez nous comme stagiaires et qui sont aujourd'hui au comité de direction. Ouais, c'est une belle évolution. Et qui ont fait... Alors, on faisait justement, on a célébré il y a quelques semaines ce qu'on appelle nos Seniority Awards. Donc, c'est-à-dire qu'on célèbre l'ancienneté chez Disney. Et on a eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans, ce qu'on a célébré il y a à peu près 3 semaines. Et on a fait au comité de direction un peu un récapitulatif, excusez-moi. Et en fait, on avait donc 7 personnes, on avait 2 personnes au comité de direction qui avaient eu entre 9 et 10 postes différents en interne dans la société, qui avaient bougé. Il ne faut pas avoir peur de bouger. Ouais. Quand on bouge, on grandit. Quand on bouge, on grandit. Voilà. C'est en fait, quand on bouge, on grandit. Donc en fait, et on grandit pas forcément. Chaque poste apporte quelque chose de différent. Donc ça peut être une expertise technique, ça peut être une expertise collaborative, ça peut être une expertise managériale, ça peut être une expertise quand on est exposé à travailler avec des équipes à l'étranger. En fait, et ce qu'il faut, c'est de se dire où est-ce que je veux aller et quels différents chemins je dois emprunter, en fait. Et ça, nous, on peut vous montrer les chemins. Par contre, on ne peut pas décider pour vous quelle sera votre carrière. On peut vous y aider, mais ça, c'est un choix personnel et c'est quelque chose où vraiment tout le monde doit être responsabilisé et c'est pas du tout une question d'âge parce que je peux vous dire qu'au sein de l'entreprise, c'est un message que l'on porte, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de poste, en fait. D'accord. Mais avec l'émergence, la création de Disney+, justement, il y a plein de métiers nouveaux qui sont aussi créés. Oui. Et par exemple, moi, si je me mets dans la place d'une alternante ou même de quelqu'un qui a été embauché à la suite de mon alternance, il doit y avoir tellement de métiers au sein de la société, à la fois Walt Disney, à la fois Disney+. Vous les aiguillez un petit peu vers qu'est-ce qu'ils sont capables de faire parce que personnellement, je suis de nature hésitante. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ok, j'ai telle et telle compétence, j'ai telle personnalité. Mais finalement, Disney+, il y a beaucoup aussi de postes en interne. Est-ce que vous les aidez
à choisir vers quelle voie aller Alors, quand ils rentrent, en fait, ils savent, surtout sur la partie Disney+, en tout cas média, cette partie streaming, ils savent souvent ce qu'ils veulent faire. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on leur apporte, c'est la pratique. Ok. Après, en fait, on a une manière de travailler qui est particulière à Disney+, c'est-à-dire que en termes de comment est-ce que l'on choisit effectivement de faire une série ou de faire avant un film, et de comment est-ce qu'on fait une série. Donc ça commence par la lecture de scénario. On a des gens qui passent des heures et des heures à lire des scénarios, oui, à arriver à repérer ce qui effectivement a du sens pour nous, et comment est-ce qu'on pourrait magnifier cette histoire, comment est-ce qu'on choisit les producteurs, comment est-ce que après les talents sont choisis. Et ce travail de collaboration que l'on a nous en interne, on l'a aussi en externe, c'est-à-dire que on accompagne aussi dans tous ces projets-là, la manière dont c'est réalisé, la manière dont le scénario est écrit. On a vraiment toute cette partie d'accompagnement. Donc on peut les orienter, et notamment lorsqu'ils sont alternants chez nous, on peut les magnifier, et puis aussi leur dire de travailler peut-être plus ça, ou plus de cette manière, où ils ont l'air ils aiment et ils sont particulièrement doués là. Donc c'est quelque chose à creuser. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. Et je voulais parler d'une association que l'on a. En fait, on travaille avec une école qui s'appelle Cinéfabrique, en fait, qui est une école de médias, en fait, de cinéma, uniquement dédiée à une population de jeunes venant de milieux où ils ne pensent pas pouvoir avoir accès à ces métiers, à cette formation. Il y a une école à Lyon, une école à Marseille, où ils font un recrutement complètement inclusif. Et en fait, nous, on les soutient, et on les soutient de manière pratique, en donnant justement l'opportunité à ces stagiaires de pouvoir travailler sur certaines de nos séries. Ça, c'est super. En fait. Donc cette année, on a accueilli 12 stagiaires qui ont travaillé sur l'une de nos séries, dont je tairai le nom, puisqu'elle n'est pas encore sortie. Mais en fait, voilà, c'est de dire, nous, on vous donne la possibilité de pratiquer avec nous, de vous guider, de vous montrer comment on travaille, de vous ouvrir toutes les portes de comment est-ce que l'on travaille, pour que vous appreniez et vous ayez effectivement de l'expérience et des choses à dire et à raconter sur ce que vous avez fait. Et de dire, oui, vous voyez, moi j'y étais là. C'est ça. Ils sont inclus. Exactement, d'être devant, mais aussi derrière la caméra. C'est important. Et c'est ça qui est beau. Super. Je crois que Question Jeune, vous avez donné beaucoup d'espoir pour intégrer votre société, mais c'est bien. Je trouve que c'est super, tout l'accompagnement qu'il y a en interne, et toute l'inclusivité surtout qu'il y a. Peut-être une dernière question liée aux jeunes, notamment sur les alternants et les stagiaires. Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont complexés, vous l'avez vu. Hein. Ouais. Et merci encore pour vos engagements. Vous avez participé au temps de coaching avec des étudiants boursiers. Oui. C'est important qu'il y ait dans mon des ancienne professionnels. Université d'ailleurs, Paris 3. À Paris 3. Oui, dont j'ai fait partie à un moment, il y a bien longtemps. Donc vous êtes occupé particulièrement d'un petit groupe. Ouais. D'ailleurs, bravo aussi de leur proposer de venir visiter votre entreprise. Donc ça, c'est chouette. On voit bien que ça va beaucoup plus loin que simplement venir faire acte de présence. Mais c'est le lien avec l'anglais. Les étudiants sont très complexés en France sur l'anglais. Ouais. On a toujours le sentiment de ne pas être en capacité d'avoir l'aptitude professionnelle, alors qu'on étudie en fait l'anglais depuis 12, 13, 14, 15 ans des fois. Ouais. Quel conseil vous pourriez donner? Alors, n'abandonnez pas l'anglais, s'il vous plaît. Pardon? Il ne faut pas abandonner l'anglais. Il faut vraiment pas l'abandonner. C'est un conseil que j'ai donné à mes garçons, et je le donne absolument à tout le monde, parce que vraiment en France, ça fait une différence.
Entre celui qui pratique, entre celui qui est capable de pratique. parler. Voilà. Ouais. Nous, par exemple, quel que soit le poste, on ne peut pas recruter quelqu'un qui ne parle pas anglais. Pas couramment. Mais il doit savoir se débrouiller en anglais. Et pas se débrouiller avec Google Translate. Hein. C'est quelqu'un qui doit, même s'il y a des fautes, mais quelqu'un qui voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est important à dire en fait. En fait, on s'en fout d'être bilingue. Non. Ce qui est important, c'est d'être capable. Peu de gens le sont. Ouais. Ce qui est capable, c'est d'être capable de s'exprimer. Voilà. Avec des fautes, peu importe, et il faut s'exprimer. Et c'est vrai qu'il y a une frustration dans la manière dont la pédagogie en France est apportée sur l'enseignement. Et il faut le faire. Et alors, bon, moi j'ai fait des études d'anglais, donc je sais vraiment de quoi je parle, parce que quand j'ai fait mes études, en fait, j'étais pas excellente en anglais. Je suis devenue bonne parce que la pratique. Je l'ai pratiqué, je suis allée à Londres vivre exprès, hein, parce que c'est bien, je disais toujours, je sais commenter Shakespeare dans le texte, mais je suis pas sûre de pouvoir parler d'une recette de cuisine. Or, la réalité, c'est plus la recette de cuisine que Shakespeare, quand même. Ouais. Donc, en fait, il faut se projeter, en fait, et il faut y aller, il faut se donner des coups de pied aux fesses aussi. Mais on n'a pas besoin d'apprendre l'anglais forcément dans des cours. Si on aime, si on aime la mode, on va à la bibliothèque municipale et on regarde tous les magazines de mode en anglais et on lit en anglais. C'est pas simplement extrêmement formel, scolaire. Non, il faut déjà choisir ce que l'on aime, ses passions, et de dire en anglais ça donne quoi. Et ça entraîne. On écoute la radio pour entraîner son oreille. Mais vraiment, moi, on accueille des jeunes de 3e tous les ans de l'extérieur au sein de la Walt Disney Company. À chaque fois, je leur dis, s'il vous plaît, n'abandonnez pas l'anglais. Et arrêtez de complexer. Et arrêtez de complexer. Et allez-y. De toute façon, dites-vous que les Anglais, eux, ne parlent aucune langue. Donc, ils seront de toute façon émerveillés par rapport à l'anglais que vous êtes capable de prononcer parce qu'eux ne parlent rien. Un grand merci. Merci à vous, beaucoup. En tout cas, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet important. C'était passionnant, enrichissant, et je pense que ça va donner à plein de candidats de s'intéresser davantage. Eh ben, je l'espère. En tout cas, moi, je serai là pour le sommet économique. Exactement, le sommet de l'inclusion. Donc, je serai disponible aussi après pour pouvoir répondre à toutes les questions qui me sont posées par les étudiants et pour les rencontres. Quelques talents. Super. À bientôt. On vous donne rendez-vous le 25 novembre prochain pour rencontrer toutes les équipes de Disney lors du Salon de l'inclusion économique. À bientôt. Au revoir.